Bonjour, je suis Guilain de Castelbajac. Je souhaitais vous parler des problèmes des minorités en Europe centrale et orientale et de la question du tabou des frontières, notamment les frontières de l'ex-URSS, au regard de l'actualité, notamment en Ukraine, bien entendu. Alors, je ne suis pas un kremlinologue, je ne suis pas un spécialiste de la Russie. J'ai vécu de longues années au Moyen-Orient. En revanche, j'ai travaillé sur les questions des minorités nationales en Europe centrale et orientale. J'ai même écrit un livre sur ces questions avec Georges-Henri Sautou et Sébastien de Gasquet, qui s'appelait La France et les questions de minorités en Pologne, Ukraine et Lituanie. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. Et je voulais un peu apporter ma lumière sur ces problématiques brûlantes et voir comment on peut se sortir de ce conflit fratricide et proposer un plan de paix, tout simplement. Voilà. À mon sens, il est important de se remémorer, bien entendu, l'histoire de l'Europe centrale, mais aussi de faire le distinguo entre les frontières qui ont été reconnues en 1945 des pays d'Europe centrale et orientale, ce qu'on appelle les PECO, qui, pour la plupart, ont adhéré à l'Union européenne dans les années 95 pour certains d'entre eux et un peu après. Pour certains pays, il faut comprendre que après la chute du mur de Berlin et du pacte de Varsovie, certains problèmes frontaliers et surtout problèmes de minorité nationale n'avaient pas été réglés. Il y a eu une conférence qui est très peu connue, que l'on appelle le pacte de stabilité, à ne pas confondre avec le pacte de stabilité monétaire, le pacte de stabilité de 1995, qui a été signé, je crois, c'était le 21 mars 1995 à l'UNESCO, qui avait été une initiative française. On l'appelait aussi l'initiative Balladur. Cette initiative française, avec le soutien de la communauté européenne, de l'Union européenne, et avec le soutien logistique de l'OSCE. Alors, cette conférence a permis en fait de régler un certain nombre de problèmes de minorité, notamment il y a une très importante minorité hongroise en Slovaquie, qui posait problème, et plein d'autres conflits frontaliers et qui n'étaient pas encore réglés. Ça a permis d'avoir des traités de bon voisinage bilatéraux et de mettre l'ensemble de ces mini-traités sous un même chapeau, qui était donc cette conférence de pacte de stabilité. Alors effectivement, il y avait une carotte. Il y avait une carotte, et la carotte était l'adhésion à l'Union européenne. Il était important pour ces pays de pouvoir avoir cette perspective qui, effectivement, si ces conflits n'étaient pas réglés, si ces droits des minorités n'étaient pas réglés, il était hors de question pour ces pays d'adhérer à l'Union européenne. Comment ça peut s'articuler pour les pays de l'ex-URSS? Vous le savez, l'URSS s'est effondrée sur elle-même, a implosé le 25 décembre 1991. La différence, à mon sens, entre les frontières internes de l'ex-URSS et les frontières de ces pays d'Europe de l'Est, c'est que, d'abord, c'était les frontières internes, bien entendu, et deux, elles n'ont pas été validées par un traité de paix, par Yalta, par exemple. Elles ont été découpées et redécoupées de manière assez, je dirais presque diabolique, parce que ce sont les soviets, enfin les bolcheviks, puis Lénine et Staline, et puis Khrouchtchev, qui ont fait des découpages internes, en Crimée, la Crimée a été rattachée en février 1954 par Khrouchtchev à la RSS, République socialiste soviétique d'Ukraine, alors qu'elle était russe depuis Catherine II. Voilà, vous aviez aussi en Moldavie la Transnistrie qui était rattachée à l'Ukraine, à la Moldavie, alors qu'elle était peuplée d'Ukrainiens et de Russes, elle est peuplée d'Ukrainiens et de Russes, etc., etc. Donc, si vous voulez, il y a un ensemble de matrioshka au sein de ces républiques, de ces oblasts même, qui ont été formés de manière anarchique, voire même de manière à ce que le nationalisme bourgeois, comme l'appelaient les soviétiques, ne puisse pas l'emporter sur le néo-nationalisme, le nationalisme soviétique qui voulait créer un homo soviéticus et donc faire fi de ses particularités nationales. Les particularités nationales au sein de l'ex-URSS étaient uniquement tolérées dans un cadre de folklore. Et la différence donc, c'est que ces frontières étaient des frontières internes. Elles ont été de facto finalement reconnues au moment de l'écoulement de l'Union soviétique en 1991, et l'idée c'est de se dire, et à mon sens, il ne faut pas considérer ces frontières internes et ces frontières qui ont été découpées de manière arbitraire comme immuables.
Et c'est ce qui a été fait depuis 1991, et c'est, à mon sens, un des problèmes, je dirais, une des sources de la problématique, et notamment, par exemple, ici, de la guerre en Ukraine, mais ça a été également le cas pour la Géorgie. Il faut comprendre aussi, également que l'Ukraine a été très mouvante. Il y a eu deux Ukraines, d'abord en 1918, une Ukraine avec un gouvernement à Lviv aujourd'hui, Lemberg à l'époque, qui était la République démocratique d'Ukraine, et il y avait déjà une République soviétique d'Ukraine à l'est. Il y a toujours eu une dichotomie entre l'Ouest et l'Est. L'Ouest d'Ukraine a toujours été peuplé notamment bien sûr d'Ukrainiens, mais aussi de Polonais, de Hongrois, etc., de Ruthènes. Et il y a une forte identité, je dirais, mittel-européenne d'Europe centrale, avec les anciens empires polono-lituaniens et l'empire austro-hongrois, bien entendu, qui gouvernaient toutes ces populations. Alors que l'Est de l'Ukraine est russophone et russophile en majorité. Alors effectivement, aujourd'hui, le sentiment national ukrainien renaît, et puis surtout avec l'attaque russe depuis le 24 février, mais il faut bien comprendre et bien voir, et on le voit bien dans les cartes même électorales depuis 30 ans, et même les structures familiales, il faut se référer à des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, c'est très important. Il y a vraiment une différence entre l'Ouest et l'Est. Cela dit, il me semble que la solution, notamment en Ukraine, ne pourra pas se faire sans la possibilité de mettre sur la table un redécoupage des frontières de l'Ukraine. Pour cela, il faut pouvoir désarmer en fait la rhétorique du Kremlin, la rhétorique russe, qui est de dire que au pouvoir en Ukraine, ce sont des nazis qui veulent éradiquer la culture russe. Alors il faut comprendre aussi très rapidement la terminologie nazie utilisée par le Kremlin n'a pas forcément la même approche qu'en Europe occidentale. Pour eux, les nazis sont les théoriciens de l'éradication des Slaves en Europe centrale, et notamment des Russes. Donc c'est comme ça que c'est perçu. Et pour eux, donc, le nationalisme ukrainien de l'Ouest s'oppose également à la Russie, au pan-russisme, voilà, plutôt qu'au pan-slavisme. Donc il y a cette problématique qui est dans les oblasts, notamment de l'Est, de Louhansk et de Donetsk, pardon, qui est peuplée en majorité de russophones, et puis maintenant de Russes, parce que beaucoup de passeports russes ont été distribués par Moscou. Disons que ce sont des russophones d'origine, et des gens qui étaient à l'origine là pour travailler dans les bassins industriels et miniers, et qui se reconnaissent plus en la Russie culturellement que dans Kiev et dans l'ouest de l'Ukraine. Donc, à mon sens, une des solutions, et c'est pour ça que j'avais fait mon introduction sur le pacte de stabilité, à mon sens, une des solutions est de créer une grande conférence sous l'égide de l'OSCE, avec un pacte de stabilité qui permettra, d'organiser des référendums qui soient contrôlés dans chaque bureau de vote, avec des bénévoles de l'OSCE, comme ça s'est fait déjà depuis une trentaine d'années. L'OSCE sait très bien faire cela. J'ai même travaillé à l'OSCE, donc je connais bien la machine de l'OSCE. Et l'avantage de l'OSCE, c'est que les Russes ne peuvent pas leur refuser cette égide. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui fonctionne à l'unanimité. Donc il y a 54 États membres de mémoire, y compris donc tous les États européens pratiquement, y compris le Vatican, mais y compris également les États-Unis, le Canada et la Russie, donc, et les pays d'Europe centrale, d'Asie centrale, excusez-moi. Donc ça permettra d'avoir un cadre qui ne pourra pas être contesté ni par Moscou ni par Kiev. Donc des référendums qui soient contrôlés, qui soient validés internationalement, et puis, le cas échéant, si ces populations souhaitent se séparer de la République d'Ukraine, de l'Ukraine, eh bien, que ce soit également un processus qui soit préparé de manière internationale et avec tous les éléments qui vont bien. Je pense que la France a un rôle à jouer important dans la mise en place de cette conférence de paix. C'est une conférence qui n'a pas été faite, qui n'a pas été réalisée, qui a été réalisée donc pour les pays d'Europe centrale dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne. Et je ne vois pas pourquoi les pays de l'ex-URSS ne pourraient pas obtenir cette conférence de paix avec une possibilité de révision des frontières. La carotte serait de pouvoir décider aussi de ces alliances, parce qu'à partir du moment où une Ukraine serait, je dirais, plus réaliste sur le plan géographique et n'aurait plus ne donnerait plus à Moscou des arguments de dire oui, vous opprimez nos minorités, eh bien rien n'empêcherait l'Ukraine occidentale éventuellement de procéder à une adhésion à l'Union européenne, voire même à l'OTAN,
Moi, personnellement, je n'y suis pas opposé. À partir du moment où le peuple ukrainien, c'est sa décision et qu'il respecte les critères, pourquoi pas. Et je ne vois pas comment Moscou pourrait s'y opposer. Après, il y a aussi le problème du rôle des alliances. Et là, c'est encore une autre conférence qui devrait être remise en place et réutiliser le processus qui avait été créé entre la Russie et l'OTAN, le dialogue Russie-OTAN, qui a été arrêté et qu'il faut reprendre. Voilà comment je vois ce plan. Et à mon avis, l'idée, c'est de se dire que redéfinir éventuellement les frontières dans cette région ne doit plus être un tabou, car ce sont des frontières artificielles, souvent artificielles, qui ont été créées contre la volonté des peuples et qui se retournent aujourd'hui contre les Européens.